Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un mot et quel est son rôle ? Un mot est le véhicule qui transporte de l'information. Tout comme notre voiture a la fonction de nous amener d'un point A à un point B, le mot remplit le même objectif, mais cette fois-ci avec de l'information. Autrement dit, un mot est une forme sonore ou manuscrite qui permet la transmission d'une vibration via le canal mental humain. De la même façon que le corps physique est notre véhicule matériel ici sur Terre, le mot est le support physique d'une information. Maintenant que nous l'avons défini, en quoi le mot peut-il poser problème ? En général, les êtres humains sont bien trop intéressés par l'apparence du véhicule au détriment de l'information qu'il est censé transporter. Et il est facile de décliner cette tendance sur bien d'autres aspects de nos vies. La difficulté avec les mots, c'est justement que le contenu est parfois confondu avec son contenant. Le mot devient alors un problème lorsqu'il se détourne de son rôle premier, qui est celui de transmettre une vibration. Si l'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, alors il serait logique d'en faire autant avec les mots. Et plus précisément, que se passe-t-il lors d'une conversation ? Lorsqu'on communique avec quelqu'un, on utilise tout un tas de mots pour se faire comprendre. Et pour que notre interlocuteur y parvienne sans encombre, celui-ci devra veiller à ne pas tomber dans le piège de l'interprétation. Pour illustrer mon propos, voyez le mot comme un colis, l'information étant ce qui est contenu à l'intérieur. Le colis peut avoir différents aspects de par son poids, sa taille, sa forme ou encore sa couleur. Bien que toutes ces caractéristiques peuvent nous donner des indices sur ce qu'il contient, nous n'en avons aucune certitude. Rappelez-vous le temps où vous étiez tout content d'ouvrir votre cadeau d'anniversaire en fantasmant déjà sur le nouveau jouet trop cool dont vous rêviez. Et la descente aux enfers qui s'en est suivie lorsqu'une fois déballé, vous vous efforciez de garder le sourire en découvrant un pull en laine couleur arc-en-ciel 10 fois trop grand offert par la grand-mère. Tout ça pour dire que l'observation du contenant ne vous assure en rien de la nature de son contenu, le colis permettant simplement d'isoler le contenu pour le rendre accessible par la suite. Pour que la communication s'effectue le plus naturellement possible, l'interlocuteur va devoir saisir l'information au-delà d'une interprétation subjective. Et pour cela, l'individu doit parvenir à dépolariser les formes dans son mental, c'est-à-dire à sortir de la dynamique du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. Dans le cas contraire, où l'individu va interpréter le message selon la valeur émotive qu'il porte au mot, l'information qui lui parviendra sera alors teintée. Les mots auront bien sûr été transmis, mais pas la vibration. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'interprétation d'un mot ? Son origine prend sa source à différents endroits, sur différentes lignes de temps et selon la programmation des individus. Les interprétations se retransmettent de par la société, à travers les enseignements culturels, religieux, les représentations sociales ou encore les retranscriptions historiques. Elles se nourrissent de croyances et puisent toute leur force dans les expériences individuelles. L'interprétation d'un mot est toujours reliée à de la mémoire prenant elle-même sa source dans un rapport au temps relié à un passé. Ce mémoriel fait partie de la difficulté de l'individu à percevoir le réel de la vie, ses souffrances et ses traumas venant cristalliser toute forme faisant écho à ses mémoires.
La coloration émotive posée sur le mot entraîne alors la superposition d'un voile opaque sur la réalité. Et si elle n'est pas reconnue dans sa subjectivité, l'interprétation deviendra automatiquement source de friction dans la relation à l'autre. Comment en arrive-t-on à passer à côté de l'information contenue dans le mot? Autrement dit, comment les mots peuvent-ils nous désinformer? Eh bien, c'est simple. Tout ce qui nous amène à polariser une forme, en bien ou en mal, traduit inévitablement une mauvaise réception de l'information. En fonction de notre vécu, et donc de nos mémoires, les mots peuvent agir en tant que déclencheurs de réactions émotionnelles. Cette émotivité vient alors créer des interférences dans la transmission de l'information en détournant l'attention du destinataire sur la forme du discours au détriment de sa vibration. En résumé, tout ce qui va provoquer une réaction émotive chez l'individu vient trouver son origine dans la cristallisation de formes résiduelles issues de traumas. C'est en cela que les mots peuvent rentrer en résonance avec nos propres mots intérieurs. La réinformation repose sur notre capacité à percevoir les informations au-delà des apparences. Pourquoi porter son attention au-delà des mots? Observez un châtaignier. Cet arbre donne de merveilleux fruits au début d'automne. Pourtant, à première vue, on aurait du mal à le penser. C'est que les châtaignes sont emprisonnées dans des bogues surmontés d'épines. On ne voit jamais un humain tenter de s'en saisir à pleine bouche sans au préalable ôter son enveloppe. Pourtant, c'est ce que la majorité d'entre nous faisons avec les mots. Pas étonnant qu'on en ressort tout écorché. Le mot, l'enveloppe n'est jamais le problème. C'est notre difficulté à en saisir la vibration qui l'est. Communiquer, c'est avant tout s'infuser de la vibration de notre interlocuteur. Et cela nécessite de percevoir le réel au-delà de nos fractures psychologiques personnelles. Existe-t-il des mots qui, de par leur nature, sont plus sujets à l'interprétation? Certains mots ont en effet une forte empreinte mémorielle qui les rendent plus compliqués à apprivoiser. En voici un florilège. Vaccination, complotisme, cancer, dépression, maladie psychiatrique, féminisme, écologie, Dieu, démon, dictature, démocratie, etc. Chacun y vient avec son interprétation émotive, en y étiquetant une polarité, en miroir de ses propres traumatismes et conditionnements. Concrètement, comment peut-on réussir à fluidifier notre communication? Que peut-on mettre en place pour y parvenir? Tout d'abord, on peut observer deux problèmes majeurs qui viennent contraindre la communication. Le premier problème se situe quand le contenant est peu adapté au contenu. Tout le monde a déjà fait l'expérience d'un paquet cadeau qu'on met 2 heures à ouvrir, tellement il est emmailloté, tel une poupée russe qui n'en finit pas. Il ne suffit pas d'utiliser des mots savants pour avoir l'air intelligent. Le mot est censé transposer l'empreinte vibratoire de celui qui parle. Le véhicule qu'est le mot doit faciliter l'accès à l'information et non le condamner. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire compliqué. Une parole vibratoire intégrée trouvera le véhicule le plus adapté, avant même que vous vous en mêliez. Le second problème survient lorsque l'on fixe notre attention sur le contenant au détriment du contenu. On en a déjà longuement parlé, et pour résumer, ce n'est pas l'argumentation qui est importante. Les mots sont comme des vêtements qui habillent une vibration. C'est l'aspect visible de la forme, qui certes est utile, mais néanmoins superficiel,
et non essentiels. Alors en 3 mots, voici ma solution. Définir, observer et s'adapter. Définir ces termes sans chercher à en faire des vérités universelles est un premier pas vers une communication saine. En amenant plus de clarté entre soi et l'autre, on court-circuite à la base toute possibilité d'interprétation. Rien que ça et le transfert de l'information gagne déjà en fluidité. Ensuite vient l'étape de l'observation. Par observer, j'entends l'attitude qui vise à écouter avec une grande profondeur. Et cela ne s'improvise pas. Plus que de tendre l'oreille, cela nous invite à faire preuve d'introspection, afin de guetter, puis d'annuler toute réaction émotionnelle qui voudrait se manifester. À chaque fois que nous communiquons, nous devrions veiller à nous désengager émotivement, afin de ne pas colorer l'information. Et seule une attention particulière, tournée à la fois vers l'autre et en soi, permet de prévenir toute dégradation de la communication. Enfin, l'adaptation est un autre passage obligé si l'on veut faire perdurer l'harmonie entre soi et l'autre. Par s'adapter, j'entends la capacité de l'individu à ne pas cristalliser de nouvelles formes dans sa psyché. Autrement dit, nous devons accepter l'idée que l'information change régulièrement d'habit, que les mots ne doivent plus limiter notre champ d'expression, et que la mutation des formes est nécessaire pour dépasser les limites psychologiques qui plafonnent nos consciences. Alors si le discours change de forme, si les mots se diversifient, c'est simplement pour mieux nous ajuster aux nouvelles vibrations, et de ce fait, à sortir du jeu des polarités. Pour conclure, quelle perspective pour l'homme en voie de conscientisation ? Longtemps, l'homme a entretenu une conscience philosophique, c'est-à-dire une pensée réfléchie, capable de le sécuriser dans sa quête de compréhension des mystères de l'existence. Aujourd'hui, il est venu le temps pour l'individu d'amorcer le passage d'une conscience philosophique en une conscience créative. Une conscience capable de jouer avec les mots sans se soucier de la vérité. L'impossible n'a pas sa place dans une conscience philosophique, puisqu'elle base sa réalité sur ce qu'elle connaît tiré de ses mémoires du passé. Au contraire, la conscience créative est par essence expansive et toujours en mouvement. Elle n'a plus de limite dans sa manifestation. À trop vouloir communiquer en termes de vérité, l'homme se coupe alors de sa divinité.